La chute du Troisième Reich déchaîna l'un des plus grands vides judiciaires de l'histoire moderne. Avec Berlin en ruine et la structure étatique nazie s'effondrant, des milliers d'officiers des SS profitèrent du chaos pour disparaître sans laisser de traces. Certains s'enfuirent déguisés en civils, d'autres détruisirent leur identité parmi des papiers brûlés et des cadavres sans nom. Les systèmes d'identification s'écroulèrent, les archives furent éliminées. Les responsables de la terreur nazie s'échappèrent en masse par des routes organisées, avec l'aide de réseaux logistiques, de contacts diplomatiques et de couverture idéologique. La priorité des puissances occupantes ne fut pas de capturer des criminels, mais de stabiliser des territoires. Combien d'officiers clés des SS réussirent-ils à s'échapper? Quelles structures facilitèrent leur fuite? Et pourquoi des décennies après, y a-t-il encore des noms sans visage et des crimes sans châtiment? Le crépuscule du Reich, la disparition systématique des bourreaux. Le 16 avril 1945, les canons soviétiques rugirent depuis le front de l'Oderneis, annonçant le début de l'effondrement final du régime nazi. Dans les semaines suivantes, tandis que Berlin brûlait sous le bombardement implacable, quelque chose de plus que des bâtiments s'écroulait. Toute la structure administrative de l'État nazi se fragmentait en 1000 morceaux. Les derniers défenseurs de la capitale luttaient avec désespoir. Des vétérans de la Wehrmacht se mêlaient avec des adolescents des jeunesses hitlériennes, tandis que des unités dispersées des SS tentaient de maintenir des positions qui changeaient de main toutes les quelques heures. Dans les sous-sols du bunker de la chancellerie, Adolf Hitler dictait des ordres à des fantômes de divisions qui n'existaient déjà plus. Le 30 avril, le Führer se donna la mort d'un coup de feu à la tempe. 2 jours plus tard, le général Helmut Weidling signa la reddition inconditionnelle de Berlin. Mais à ce moment-là, des milliers d'officiers nazis avaient déjà disparu dans le chaos d'une Europe en flammes. La désintégration ne fut pas seulement militaire, elle fut administrative. Les archives des SS, méticuleusement organisées pendant des années de terreur bureaucratique, commencèrent à brûler dans les cours de casernes abandonnées. Des officiers brûlèrent des dossiers, détruisaient des listes de personnel et éliminaient toute preuve de leur participation à des crimes de guerre. Les systèmes d'identification s'effondrèrent quand les responsables de les maintenir s'enfuirent ou moururent au combat. Cette destruction délibérée de registres aurait des conséquences dévastatrices pour la justice postérieure. Sans documents officiels, les enquêteurs alliés se confronteraient à la tâche presque impossible d'identifier des criminels de guerre en se basant uniquement sur des témoignages de survivants, beaucoup d'entre eux traumatisés et avec des souvenirs fragmentaires. Les chaînes de commandement des SS se pulvérisèrent. Des unités entières se dispersèrent quand leurs commandants disparurent sans laisser de traces. Certains officiers se mélangèrent parmi les millions de réfugiés qui fuyèrent vers l'ouest, d'autres se cachèrent dans des fermes abandonnées ou se réfugièrent dans des monastères reculés. La confusion était totale. Des soldats sans uniforme, des civils avec des documents faux et des officiers de haut rang déguisés en simples paysans. Les premiers mois de l'occupation alliée aggravèrent le problème. Les forces d'occupation, accablées par l'ampleur de la tâche, se centrèrent sur des tâches immédiates: nourrir les affamés, soigner les blessés, reconstruire des infrastructures de base. L'identification systématique de criminels de guerre fut reléguée au second plan tandis que l'Europe luttait pour survivre. Ce fut dans ce chaos que naquirent les réseaux d'évasion. Ils ne surgirent pas de nulle part mais profitèrent de la désorganisation existante. D'anciens contacts d'intelligence, des sympathisants idéologiques et des opportunistes sans scrupules commencèrent à tisser un réseau invisible qui connecterait les décombres du Reich avec des refuges sûrs en terre lointaine. L'opération Gehlen marqua un point d'inflexion. Reinhard Gehlen, ancien chef d'intelligence allemande sur le front oriental, se présenta devant les Américains avec une proposition irrésistible. Ses archives sur l'Union soviétique en échange de protection et de ressources. Les Américains, déjà préoccupés par les ambitions soviétiques, acceptèrent le marché. Gehlen n'arriva pas seul. Il amena avec lui des centaines d'anciens officiers d'intelligence, beaucoup d'entre eux avec des passés compromis dans les SS ou la Gestapo. Officiellement, ces hommes travailleraient contre le communisme soviétique. Officieusement, certains d'entre eux utiliseraient leur nouvelle position pour protéger d'anciens camarades recherchés pour crimes de guerre.
Le réseau de Gehlen se convertit en noyau de ce qui plus tard serait le BND, le service d'intelligence de l'Allemagne occidentale. Mais dans ses premières années, il fonctionna comme un refuge pour d'anciens nazis qui pouvaient apporter des informations précieuses sur l'Union soviétique. La guerre froide avait commencé, et dans cette nouvelle réalité géopolitique, certains criminels de guerre s'avéraient plus utiles comme alliés que comme prisonniers. Pendant ce temps, dans les ports d'Italie, commençait à fonctionner un autre type de réseau. Des moines catholiques, certains motivés par une compassion chrétienne mal comprise, d'autres par des sympathies idéologiques, commencèrent à faciliter des documents faux à des Allemands qui cherchaient à échapper de l'Europe. Les protocoles d'urgence d'organisations humanitaires furent systématiquement exploités par des réseaux qui connaissaient leur vulnérabilité. Ainsi, dans les premières années de l'après-guerre, tandis que le monde célébrait la victoire sur le fascisme, des centaines d'officiers des SS se dissolvaient, comme fumée dans l'air européen. Certains mouraient dans l'anonymat, d'autres refonderaient leur vie sur des continents lointains, et quelques-uns continueraient à semer la terreur sous de nouveaux drapeaux. L'effondrement du Troisième Reich ne fut pas seulement la fin d'une guerre, ce fut le commencement d'une nouvelle forme d'impunité, où le chaos administratif et les nécessités géopolitiques se combinèrent pour permettre que certains des pires criminels de l'histoire se volatilisent simplement dans la brume de l'après-guerre. Alois Brunner, le bourreau protégé par la Syrie. Au printemps de 1912, dans la petite localité autrichienne de Rohrbrunn, naquit un enfant qui, des décennies plus tard, se convertirait en l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Alois Brunner vint au monde à une époque de transformations impériales, quand l'Empire austro-hongrois vivait ses dernières années de splendeur décadente. Sa jeunesse se déroula entre les convulsions politiques qui suivirent la Première Guerre mondiale. L'Autriche, réduite à une fraction de son ancien territoire, luttait pour trouver son identité nationale. Ce fut dans ce contexte d'incertitude et de ressentiment que Brunner embrassa le national-socialisme, s'affiliant au parti nazi en 1931, quand il venait à peine d'accomplir 19 ans. L'Anschluss de 1938 ouvrit les portes des SS à Brunner. Son efficacité bureaucratique et sa détermination implacable ne passèrent pas inaperçues pour Adolf Eichmann, l'architecte administratif de l'Holocauste. Eichmann vit dans le jeune Autrichien un instrument parfait pour ses plans, méticuleux, obéissant et dépourvu de tout vestige de compassion humaine. En 1939, Brunner fut désigné pour diriger le bureau central d'émigration juive à Vienne. Son travail consistait à convertir l'expulsion en déportation et la déportation en extermination. Sous sa supervision, approximativement 47 000 Juifs autrichiens furent arrachés de leur foyer et envoyés vers un destin que la majorité ne connaissait pas mais que peu survivraient. L'efficacité de Brunner impressionna tant ses supérieurs qu'il reçut bientôt des charges plus amples. En 1943, il fut envoyé à Salonique, où il coordonna la déportation de 43 000 Juifs grecs. Les trains partaient ponctuellement, les wagons arrivaient complets à leur capacité maximale, et les nombres s'annotaient avec précision germanique dans les livres de registre. Mais ce fut en France que Brunner atteignit le sommet de sa carrière criminelle. En juin 1943, il assuma le commandement du camp d'internement de Drancy, dans la banlieue de Paris. Drancy était l'antichambre de l'enfer, le lieu où les Juifs français attendaient les trains qui les emmèneraient au camp d'extermination à l'Est. Brunner transforma Drancy en une machine de déportation parfaitement huilée. Il implémentait des systèmes de classification, optimisa les horaires de transport et élimina toute inefficacité qui pourrait retarder le processus. Pendant les 14 mois qu'il commanda le camp, 24 000 personnes passèrent par ses portes en chemin vers la mort. En 1944, Eichmann envoya personnellement Brunner en Slovaquie pour une mission spéciale, accélérer les déportations dans une région où la résistance locale avait ralenti le processus. Brunner appliqua ces méthodes prouvées avec des résultats dévastateurs. En quelques mois, 11 500 personnes furent déportées depuis ces raids vers des camps comme Theresienstadt, Stutthof et Auschwitz. Quand les chiffres se sommèrent à la fin de la guerre, le résultat était accablant. Brunner avait été directement responsable de la déportation d'entre 128 500 et 140 000 personnes. Chaque nombre représentait une vie détruite, une famille séparée, un futur anéanti. La chute du Reich trouva Brunner préparé pour la fuite.
À la différence de beaucoup de ses collègues, il avait anticipé la défaite et pris des précautions. Son salut initial arriva sous forme d'une confusion d'identité qui s'avérerait fatale pour un autre homme. Les forces alliées capturèrent Anton Brunner, officier des SS avec un nom de famille similaire, et l'exécutèrent en 1946 en croyant qu'il s'agissait d'Aloïs. Cette confusion fournit à Aloïs le temps nécessaire pour disparaître complètement du radar allié. Sans le tatouage caractéristique du groupe sanguin que portaient beaucoup de membres des SS, il put se mélanger parmi les millions de prisonniers de guerre sans être identifié. Selon ses propres déclarations postérieures, Brunner reçut des documents faux des autorités américaines et travailla comme conducteur pour l'armée d'occupation. L'ironie était délicieuse pour un homme de son cynisme. La même armée qui le cherchait lui fournissait protection sans le savoir. En 1954, condamné à mort par contumace par un tribunal militaire français, Brunner exécuta son plan d'évasion définitif. Sa route l'emmena d'abord à Rome, où il demeura brièvement avant de se transférer en Égypte, où il opéra comme intermédiaire dans le trafic d'armes. Sa destination finale fut la Syrie, où il assumerait l'identité du docteur, Georg Fischer. L'incorporation de Brunner à l'appareil de sécurité syrien répondait aux nécessités spécifiques du régime de Hafez al-Assad. Son expérience en déportation massive et contrôle populationnel s'adapta parfaitement aux demandes d'un État autoritaire qui cherchait à moderniser ses méthodes de répression interne. 3 ex-gardes interviewés des décennies plus tard révélèrent que Brunner maintint des fonctions actives jusqu'à la fin des années 80, moment où sa détérioration physique et mentale le convertit en un fardeau plus qu'en un atout pour ses protecteurs. La vie en exil ne fut pas exempte de danger. En 1961, une lettre piégée lui arracha un œil. En 1980, un autre attentat similaire lui détruisit plusieurs doigts de la main gauche. Les 2 attaques furent attribuées au Mossad israélien, qui avait développé une doctrine de justice extraterritoriale pour punir les architectes de l'Holocauste. Malgré les blessures, Brunner continua à vivre à Damas avec une tranquillité relative. En 1985, il accorda une interview au magazine allemand Bund dans laquelle il ne montra pas le moindre repentir. Ses paroles furent glaçantes dans leur froideur. Il ne regrettait rien et tous les Juifs avaient mérité leur destin. Les années 80 marquèrent le commencement du déclin de Brunner. Sa santé se détériorait, son utilité pour le régime syrien diminuait et le monde extérieur avait perdu une grande partie de l'intérêt pour sa capture. La guerre froide consommait les ressources d'intelligence et les chasseurs de nazis vieillissaient avec leur proie. Les dernières observations confirmées de Brunner datent du début des années 90. Des journalistes allemands le photographièrent à l'hôtel Méridien de Damas, où il vivait sous protection policière. Son aspect était celui d'un vieil homme malade, très loin de l'efficace officier des SS qui avait terrorisé l'Europe un demi-siècle auparavant. La mort de Brunner, comme sa vie postérieure à 1945, est enveloppée de mystères et de contradictions. En 2014, le centre Simon Wiesenthal déclara avoir reçu des informations qu'il était mort en 2010, mais sans fournir de preuves concluantes. 3 ans plus tard, un journaliste français interviewa d'anciens gardes syriens qui affirmèrent que Brunner était mort en décembre 2001, dans des conditions misérables, dans le sous-sol d'un bâtiment d'appartements à Damas. Selon ces témoignages, les dernières années de Brunner furent un enfer de solitude et de maladie. L'homme qui avait envoyé des dizaines de milliers de personnes à la mort pleura beaucoup dans ses derniers jours, tourmenté par des démons que lui seul pouvait voir. Si ces versions sont vraies, Brunner aurait été enterré dans le cimetière Al-Afif de Damas, sans cérémonie ni honneur, comme un pauvre diable de plus dans une ville qui avait oublié son vrai nom. Pour le monde extérieur, il s'était simplement évanoui dans la brume du temps, emportant ses secrets dans une tombe anonyme en terre étrangère. Haribert Heim, le docteur mort caché au Caire. Dans la tranquille ville autrichienne de Bad Radkersburg, le 28 juin 1914, naquit Haribert Ferdinand Heim, au sein d'une famille de classe moyenne qui ne put jamais imaginer en quoi se convertirait son fils. Son enfance se déroula dans les années turbulentes qui suivirent l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, quand l'Autriche luttait pour redéfinir son identité nationale dans un monde transformé par la guerre.
Heim était un jeune ambitieux avec des aptitudes pour la médecine. En 1935, tandis qu'il cursait ses études à Graz, il prit une décision qui marquerait le reste de son existence. Il s'affilia tant au SS qu'au Parti national-socialiste, les deux organisations alors illégales en Autriche. Cette adhésion précoce au nazisme ne fut pas le produit de la pression sociale ou de l'opportunité politique, mais d'une conviction idéologique qui se manifesterait bientôt en actes d'une cruauté inimaginable. Après l'Anschluss de 1938, quand l'Autriche fut annexée au Reich allemand, les perspectives professionnelles de Heim se multiplièrent exponentiellement. Il compléta ses études de médecine en 1940 et fut immédiatement recruté par les SS, qui avaient eu besoin de médecins disposés à servir dans leurs installations les plus sinistres. En octobre 1941, Heim reçut son affectation, le camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. Ce camp avait une réputation particulièrement sombre, même dans le système concentrationnaire nazi. Conçu initialement pour des prisonniers politiques, il s'était converti en un lieu où le travail forcé se combinait avec des expériences médicales et des exécutions sommaires. Pendant les 6 semaines qu'il passa à Mauthausen, Heim se gagna le surnom qui l'accompagnerait pour toujours « Docteur Mort ». Sa méthode était simple et terrifiante. Il réalisait des opérations chirurgicales complètement inutiles, sans anesthésie, sous prétexte de mener une recherche médicale. Ses livres de registre, méticuleusement maintenus, documentent 243 interventions, desquelles au moins 53 patients moururent dans les premiers 30 jours. Les atrocités de Heim allaient au-delà de la simple négligence médicale. Il injectait de l'essence directement dans le cœur des prisonniers pour observer les effets, réalisait des amputations sans justification médicale et extrayait des organes vitaux par pure curiosité scientifique. Dans le cas le plus macabre documenté par des témoins, il décapite un prisonnier jeune pour conserver son crâne comme presse-papier de bureau. Karl Lotter, assistant du camp, laissa des témoignages détaillés des pratiques de Heim qui glacèrent le sang même d'enquêteurs habitués à documenter des atrocités nazies. Il décrivit des castrations réalisées sur des adolescents, des vivisections pratiquées sur des prisonniers conscients et un catalogue de tortures déguisées en procédures médicales qui convertissaient l'hôpital du camp en chambre de torture. En février 1942, Heim fut transféré au front finlandais où il servit comme médecin dans la 6e division de montagne des SS. Ce transfert lui sauva probablement la vie, l'éloignant de Mauthausen avant que la preuve de ses crimes puisse s'accumuler jusqu'à des niveaux impossibles à ignorer. En Finlande, assigné à l'hôpital de campagne d'Oulu, son comportement fut apparemment plus conventionnel, bien que les registres médicaux de cette période soient rares. La capture de Heim en mars 1945 par des forces américaines semblait marquer la fin de sa carrière criminelle. Il fut interné dans un camp de prisonniers de guerre, tandis que les enquêteurs alliés commençaient à recueillir des preuves sur des crimes commis dans les camps de concentration. Cependant, une combinaison de confusion administrative, de manque de témoins disponibles et de la quantité écrasante de cas à enquêter permit que Heim se glisse à travers les failles du système judiciaire militaire. En janvier 1946, son dossier fut révisé par les autorités alliées. Les témoignages existants étaient fragmentaires, beaucoup de témoins étaient morts ou dispersés par l'Europe, et les preuves documentaires étaient incomplètes. Tandis que 61 accusés comparurent devant des tribunaux militaires et 58 reçurent des sentences de mort, Heim fut inexplicablement négligé. Le processus de dénazification de 1948 représenta la dernière opportunité de faire justice. Le tribunal allemand qui révisa son cas avait accès à son dossier complet, incluant des registres détaillés de ses activités à Mauthausen. Cependant, dans une décision qui demeure inexplicable, il fut classé comme Mitläufer ou suiveur, une catégorie qui impliquait une responsabilité minimale et permettait la réintégration immédiate à la société civile. Libéré en 1948, Heim ne se cacha pas. Au contraire, il établit une pratique médicale à Baden-Baden et postérieurement à Bad Nauheim, exerçant ouvertement comme gynécologue sous son vrai nom. Cette audace suggère qu'il avait confiance que son passé resterait enterré pour toujours. Pendant ces années, il accumule une richesse considérable, arrivant à construire un bâtiment d'appartements à Berlin pour la valeur de 160 000 marks allemands.
La tranquillité de Heim fut perturbée quand les autorités autrichiennes commencèrent à enquêter sur des crimes de guerre commis à Mauthausen. En 1962, conscient que son arrestation était imminente, il visita son avocat Fritz Steinacker, qui curieusement représentait aussi Joseph Mengele. Ensemble, ils élaborèrent un plan de fuite méticuleusement conçu. Heim transféra toutes ses propriétés et comptes bancaires à sa sœur, moyennant des pouvoirs notariés, s'assurant un flux constant de revenus pendant son exil. Ces transferts étaient conçus pour s'activer automatiquement quand il disparaîtrait, lui fournissant les ressources financières nécessaires pour maintenir une nouvelle vie à l'étranger. En 1962, Heim s'évanouit. Pendant des décennies, sa localisation fut objet de spéculations internationales. De supposées observations le situèrent sur de multiples continents, chaque piste s'avérant fausse ou impossible à vérifier. La vérité sur sa destination émergea en 2009, quand des journalistes allemands et américains révélèrent qu'il avait vécu en Égypte sous l'identité de Tarek Farid Hussein. Son intégration dans la société kairote fut complète. Conversion à l'islam, routine religieuse régulière et une existence discrète qui dura 30 ans sans éveiller de soupçons. La découverte de son appartement au Caire fournit une preuve tangible de cette double vie. Des documents personnels, des photographies de différentes époques et des journaux médicaux confirmaient la connexion entre Hussein et Heim. Parmi les papiers, il y avait des notes en allemand, des coupures de journaux sur des procès à des criminels de guerre nazis et des listes de patients qui suggéraient qu'il avait continué à exercer la médecine de manière informelle. Le certificat de décès égyptien indiquait que Tarek Farid Hussein était mort le 10 août 1992 d'un cancer colorectal. Les voisins qui le connurent décrivait un homme âgé, méticuleux dans ses habitudes, qui réalisait des exercices matinaux, assistait régulièrement à la mosquée d'Al-Azhar et passait de longues heures à lire et écrire dans son fauteuil à bascule. En 2012, un tribunal allemand à Baden-Baden confirma officiellement qu'Heribert Heim était mort sous l'identité de Tarek Farid Hussein en 1992, se basant sur des preuves présentées par sa famille et des analyses forensiques de documents égyptiens. Cette confirmation ferma officiellement l'un des cas de criminels de guerre les plus recherchés de l'histoire. La réinvention complète d'identité que réussit Heim illustre les possibilités qu'offrait une époque de communication limitée et de vérification rudimentaire. Sa capacité à se transformer de médecin nazi en respectable citoyen musulman démontre que l'impunité ne requiert pas seulement l'évasion, mais la capacité de métamorphose totale. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo qui se volatilisa. Le 28 avril 1900, à Munich, naquit Heinrich Müller dans une famille ouvrière bavaroise qui n'imagina jamais que son fils se convertirait en l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich. Sa jeunesse se déroula dans les années turbulentes qui suivirent la Première Guerre mondiale, quand la Bavière était secouée par des révolutions, des contre-révolutions et le chaos politique qui éventuellement ouvrirait les portes à l'ascension nazie. Müller commença sa carrière en 1919 comme policier de Munich, se spécialisant dès le début dans la surveillance de mouvements communistes et socialistes. Son efficacité dans ce domaine ne passa pas inaperçue pour les nouveaux seigneurs du pouvoir après 1933. Paradoxalement, l'homme qui se convertirait en chef de la police secrète nazie avait passé des années à persécuter les nazis eux-mêmes quand ceux-ci étaient une organisation illégale. En 1934, Reinhard Heydrich recruta personnellement Müller pour la naissante Gestapo. Le talent de Müller pour l'organisation policière et sa compréhension profonde des réseaux subversifs le convertissaient en un atout précieux pour le nouveau régime. Son manque de ferveur idéologique apparent était plus que compensé par son efficacité professionnelle et sa disposition à servir le pouvoir établi. Pour 1939, Müller était monté jusqu'à se convertir en chef du bureau 4 du Reichssicherheitshauptamt, position qui le situait à la tête de toute la police secrète du Reich. Depuis ce poste, il supervisait des opérations d'intelligence interne, de répression politique et, éventuellement, l'implémentation de politiques d'extermination qui convertirent son nom en synonyme de terreur. L'évolution de Müller, depuis policier conventionnel jusqu'à architecte de la terreur nazie, illustre comment des institutions apparemment normales peuvent se transformer en instruments d'oppression absolue.
Sous sa direction, la Gestapo se convertit en une machine parfaitement huilée de surveillance, d'arrestation et de torture qui pénétrait tous les aspects de la vie allemande. Pendant la guerre, Müller coordonna des opérations qui allaient depuis la répression de la résistance interne jusqu'à l'implémentation de la tristement célèbre Ordre Bâle, qui autorisait l'exécution sommaire de prisonniers de guerre alliés sans procès préalable. Sa signature apparaît sur des documents qui ordonnaient des déportations massives, des exécutions en masse et des expériences médicales sur des êtres humains. Les derniers jours du Reich trouvèrent Müller dans l'épicentre de l'effondrement nazi. Les témoignages de survivants du bunker de la chancellerie, comme Traudl Jung, secrétaire personnel d'Hitler, et Rochus Mich, garde du corps du Führer, confirment que Müller fut présent pendant les derniers jours d'avril 1945, coordonnant les défenses désespérées de Berlin tandis que la ville s'écroulait autour de lui. Le 30 avril, quand Hitler se suicida, Müller était parmi les peu de fonctionnaires de haut rang qui demeuraient dans le bunker. Sa présence en ces moments finaux est documentée par de multiples témoins. Cependant, après le matin du 1er mai 1945, Heinrich Müller se volatilisa simplement de l'histoire comme s'il avait été absorbé par la fumée et les ruines de Berlin. La disparition de Müller se produisit dans des circonstances qui ont alimenté des décennies de spéculations et de théories conspirationnistes. À la différence d'autres dirigeants nazis qui furent capturés ou dont les morts furent confirmées, Müller ne laissa aucune trace. Il n'y eut pas de témoin de sa mort, on ne trouva pas son corps, et aucun survivant du bunker ne put fournir d'informations définitives sur son destin final. La première théorie sur sa disparition surgit immédiatement après la guerre. Walter Lüders, employé dans les brigades de nettoyage de cadavres à Berlin, affirma avoir trouvé un corps en août 1945 près de l'ancien ministère de l'Air. Selon Lüders, le cadavre portait des documents d'identification avec le nom de Heinrich Müller et fut enterré dans une fosse commune du cimetière juif de Groß-Hamburger Straße. Ce récit, bien qu'intrigant, présente des problèmes significatifs. Les registres municipaux de 1955 confirment qu'un corps identifié comme Müller fut effectivement enterré dans ce cimetière, mais l'identification se basa uniquement sur des documents trouvés sur le cadavre, sans vérification scientifique de l'identité. Dans le chaos de Berlin de 1945, les documents d'identification étaient facilement falsifiables ou échangeables. En 2013, Johannes Tuchel, directeur du Mémorial de la résistance allemande, présenta de nouvelles preuves qui appuyaient la théorie de l'enterrement à Berlin. Selon Tuchel, des témoignages additionnels et des documents municipaux renforçaient l'hypothèse que Müller était mort pendant la bataille pour la ville et avait été enterré par erreur dans le cimetière juif. Cependant, cette preuve continuait à être circonstancielle et jamais on ne réalisa une exhumation pour confirmer l'identité du corps. La CIA initia sa propre enquête sur la localisation de Müller immédiatement après la guerre. Les archives déclassifiées en 2000 révèlent que l'agence américaine considérait Müller comme l'un des criminels de guerre les plus importants et destina des ressources considérables à le localiser. Cependant, ces enquêtes se confrontèrent au problème fondamental qu'il existait de multiples personnes appelées Heinrich Müller en Allemagne, compliquant toute identification définitive. Les archives de la CIA documentent des suivis de pistes qui menèrent à des impasses dans toute l'Europe et l'Amérique du Sud. Certains rapports suggéraient que Müller avait été capturé par les Soviétiques et transféré à Moscou, mais ces affirmations ne furent jamais corroborées par des sources indépendantes. D'autres rapports le situaient dans divers pays sud-américains, mais aucune de ces pistes ne s'avéra productive. Le BND, le service d'intelligence d'Allemagne occidentale, maintint aussi des dossiers actifs sur Müller pendant des décennies. Ces enquêtes se centrèrent sur la possibilité qu'il ait échappé à l'Europe de l'Est ou l'Amérique latine, mais comme la CIA, il ne trouva jamais de preuves concluantes de sa survie ou de sa localisation. Une théorie particulièrement persistante suggère que Müller fut recruté par les services d'intelligence soviétiques avant la fin de la guerre. Selon cette version, il aurait fourni des informations sur des opérations d'intelligence occidentale en échange de protection et d'une nouvelle identité en Union soviétique. Cependant, cette théorie se base uniquement sur des spéculations et de la propagande de la guerre froide, sans appui documentaire solide.
Pendant les décennies de 1950 et 1960, la recherche de Müller s'intensifia quand les chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal commencèrent à faire pression pour des enquêtes plus exhaustives. Le procès d'Adolf Eichmann en 1960 renouvela l'intérêt international pour localiser d'autres architectes de l'Holocauste, mais Müller demeura aussi élusif que toujours. Les années 70 apportèrent de nouvelles théories quand certains enquêteurs suggérèrent que Müller pourrait avoir été exécuté secrètement par les SS elles-mêmes dans les derniers jours de la guerre, comme partie d'une opération pour éliminer des témoins compromettants. Cette hypothèse se basait sur le fait que Müller connaissait des détails intimes sur les opérations les plus secrètes du régime nazi, informations qui pourraient avoir été dangereuses dans les mains des Alliés. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'ouverture postérieure d'archives d'Europe de l'Est généra de nouveaux espoirs de résoudre le mystère. Cependant, des décennies d'enquête dans des archives soviétiques, d'Allemagne orientale et d'autres pays du bloc communiste ne produisirent aucune preuve sur le destin de Müller. S'il avait été capturé par les soviétiques, il n'avait laissé aucune trace dans leurs registres officiels. La théorie la plus largement acceptée par les historiens contemporains est que Heinrich Müller mourut à Berlin pendant les derniers jours de la guerre, possiblement pendant les combats de rue qui suivirent le suicide d'Hitler. Le chaos de ces jours, avec des bâtiments s'effondrant, des cadavres dispersés dans les rues et des documents étant brûlés massivement, aurait fourni la couverture parfaite pour que sa mort passe inaperçue. L'ironie finale de l'histoire de Müller est que l'homme qui avait perfectionné les systèmes de surveillance et de contrôle populationnel du Troisième Reich réussit à disparaître sans laisser de traces. L'architecte d'une machine de terreur qui cataloguait méticuleusement chaque arrestation, chaque déportation et chaque exécution se convertit lui-même en un fantôme sans registre ni preuve de son destin final. Le cas de Heinrich Müller illustre les limitations des systèmes de justice d'après-guerre quand ils se confrontaient à des criminels qui possédaient des connaissances profondes sur les techniques d'évasion et d'occultation. Sa disparition totale contraste dramatiquement avec le destin d'autres dirigeants nazis dont les morts ou captures furent documentées et confirmées. Walter Rauff, l'ingénieur de l'extermination qui mourut en paix. Le 19 juin 1906, dans la ville allemande de Köthen, naquit Walter Rauff dans une famille de classe moyenne qui valorisait la discipline et le service public. Sa jeunesse se développa pendant les années de la République de Weimar, époque de turbulences politiques et de crises économiques qui façonneraient sa vision du monde et sa recherche de stabilité à travers l'autoritarisme. En 1924, à 18 ans, Rauff s'enrôla dans la Kriegsmarine, la marine allemande, où il développa des aptitudes techniques et organisatrices qui plus tard s'avéreraient fatalement utiles. Sa carrière navale s'étendit pendant plus d'une décennie, période pendant laquelle il acquit de l'expérience en logistique, ingénierie et gestion d'opérations complexes qui requéraient une précision chronométrique. L'année 1937 marqua un point d'inflexion dans la vie de Rauff quand Reinhard Heydrich le recruta personnellement pour le service de sécurité du Reich. Heydrich avait identifié en Rauff une combinaison unique de compétences techniques et de flexibilité morale qui le convertissait en candidat idéal pour des tâches qui requéraient innovation en méthodes de répression et d'extermination. En 1941, Rauff assuma le commandement du département technique 2D du Reichssicherheitshauptamt, position qui le situait au centre des efforts nazis pour développer des méthodes plus efficaces d'assassinat en masse. Sa formation navale et sa mentalité d'ingénieur l'amenèrent à aborder le génocide comme un problème technique qui requérait des solutions innovantes. La contribution la plus sinistre de Rauff à la machinerie d'extermination nazie fut le développement des camions à gaz, véhicules apparemment normaux convertis en chambres de mort mobiles. Ces camions, connus comme Gaswagen, représentaient une évolution technologique de l'assassinat en masse qui combinait efficacité, discrétion et mobilité. Le processus de développement fut méticuleusement documenté dans une correspondance officielle qui survécut à la guerre. Rauff travailla étroitement avec des ingénieurs comme Friedrich Pradel et le chimiste Walter Hess pour perfectionner la conception de véhicules qui canalisaient les gaz d'échappement du moteur vers des compartiments scellés où s'entassaient les victimes. Les premiers prototypes furent déployés dans le camp d'extermination de Kulmhof en décembre 1941.
La correspondance entre Rauf et les opérateurs de terrain révèle une préoccupation obsessionnelle pour l'efficacité technique. Comment améliorer le scellement hermétique? Comment mieux équilibrer le poids du véhicule? Comment protéger les opérateurs de l'exposition accidentelle aux gaz létaux? Une lettre du docteur. Baker, daté de mai 1942, décrit en détail technique les améliorations implémentées après les premières opérations. Un autre document, signé par l'ingénieur Willie Just en juin de la même année, propose des modifications additionnelles pour optimiser le processus d'extermination. Ces échanges révèlent la mentalité bureaucratique qui convertissait l'assassinat en masse en un problème d'ingénierie à résoudre. Pendant les premiers 6 mois d'opération, à peine 3 camions à gaz furent responsables de la mort d'approximativement 97 000 personnes. L'efficacité de ces véhicules impressionna tant les commandements nazis que Rauf reçut des ordres d'étendre la production et de coordonner leur déploiement en Pologne, Biélorussie et les Balkans. Les camions à gaz représentaient un avantage stratégique pour les nazis. Ils pouvaient opérer dans des zones où la construction de chambres à gaz fixes était impraticable, permettait l'extermination en de multiples localisations sans infrastructure permanente et maintenait une façade de normalité qui rendait difficile la détection par des observateurs externes. La correspondance de Rauf pendant cette période révèle non seulement sa maîtrise technique du processus, mais aussi sa déconnexion émotionnelle totale des conséquences humaines. Ces mémorandums traitent l'assassinat massif avec la même froideur professionnelle que d'autres ingénieurs appliqueraient à la conception de ponts ou d'usines. Quand le Troisième Reich commença à s'effondrer en 1945, Rauf se trouvait en Italie supervisant des opérations de répression contre des partisans. Sa capture par des forces alliées près de Rimini semblait marquer la fin de sa carrière criminelle, mais Rauf avait appris pendant la guerre que la survie requérait adaptabilité et planification stratégique. En décembre 1946, tandis qu'il était transféré par des agents du Counter Intelligence Corps américain, Rauf réussit à s'échapper dans des circonstances qui ne furent jamais complètement expliquées. Sa fuite réussie suggère qu'il avait établi des contacts avec des réseaux d'appui qui opéraient dans le nord de l'Italie, facilitant la disparition de criminels de guerre nazis. Pendant les 18 mois suivants, Rauf trouva refuge dans un réseau de monastères qui fournissait un sanctuaire à des fugitifs allemands. Ces institutions religieuses, motivées par un mélange de compassion mal dirigée et de sympathies idéologiques, fonctionnaient comme des stations de transit dans un système clandestin d'évasion qui connectait l'Europe avec des destinations ultramarines. En juillet 1948, Rauf réapparut à Rome sous l'alias de John Hamsi, travaillant pour un bureau de sécurité syrien. Cette position lui permit de démontrer que ses habiletés techniques avaient une valeur commerciale dans le nouvel ordre mondial de l'après-guerre, où des gouvernements autoritaires cherchaient de l'expérience en méthodes de répression et de contrôle populationnel. Son transfert à Damas en novembre 1948 marqua le commencement d'une nouvelle phase dans la carrière de Rauf. Comme consultant technique pour le gouvernement syrien, il appliqua des méthodes développées pendant la guerre pour aider à structurer des systèmes de sécurité interne. Son travail en Syrie démontra comment des connaissances acquises dans le contexte du génocide pouvaient se transférer à des opérations de répression politique conventionnelles. En décembre 1949, Rauf émigra en Équateur, où il se réinventa une fois de plus comme homme d'affaires. Son travail pour des concessionnaires d'automobiles comme Mercedes-Benz et Opel, ainsi que sa collaboration avec l'entreprise pharmaceutique Park Davis, lui fournirent une légitimité sociale et des connexions commerciales qui facilitèrent son intégration dans la société équatorienne. Le déménagement au Chili en octobre 1958 représenta la phase finale de la transformation de Rauf. Entrant au pays comme Enrico Gomez, il s'établit d'abord à Punta Arenas, où il géra des opérations de pêche spécialisées en Santolla, et postérieurement se transféra à Santiago, où il s'intégra dans la prospère colonie allemande. Pendant cette période, des documents déclassifiés révèlent que Rauf maintint des contacts sporadiques avec le BND, le service d'intelligence d'Allemagne occidentale. Entre 1958 et 1962, il fournit des informations sur des activités d'ex-nazis en Amérique du Sud, démontrant une fois de plus sa capacité à adapter ses loyautés aux circonstances changeantes. En 1962, les autorités chiliennes détinrent Rauf après une demande d'extradition internationale.
Cependant, le Congrès chilien renvoya le cas à la Cour suprême, qui en 1963 déclara prescrit les délits en vertu du statut de limitation applicable. Cette décision établit un précédent légal qui protégerait Roff pendant le reste de sa vie. Le coup de Pinochet en 1973 créa de nouvelles opportunités pour Roff. Des rapports de médias internationaux comme Le Monde et des documents de la CIA suggèrent qu'il prêta des services de consultation technique à la DINA, la police politique du régime militaire. Son expérience en méthode d'interrogatoire et de contrôle populationnel s'avéra précieuse pour un gouvernement qui cherchait à éliminer l'opposition politique. Des témoignages comme ceux du citoyen Jorgelino Vergara relient Roff à la conception d'installations de torture dans des centres comme Tejas Verdes et la colonie Dignité. Bien que la documentation officielle demeure classifiée, les preuves circonstancielles suggèrent que Roff appliqua au Chili des méthodes perfectionnées pendant ses années dans les SS. Pendant les décennies de 1970 et 1980, le Chili rejeta systématiquement au moins 6 demandes d'extradition présentées par les États-Unis, l'Allemagne, Israël, la Grande-Bretagne et le Parlement européen. Toutes furent écartées se basant sur des arguments légaux sur la prescription de délits et le manque de traités d'extradition applicables. La couverture médiatique internationale du cas Roff augmenta pendant ces années. The New York Times publia des dénonciations sur la protection chilienne en 1979, tandis que Reuters documenta les controverses qui entourèrent ses funérailles en 1984. Ces reportages maintinrent vivante l'attention internationale sur l'impunité de criminels de guerre en Amérique du Sud. Le 14 mai 1984, Walter Roff mourut dans son domicile à Las Condes, Santiago, victime d'un cancer du poumon selon le certificat médical officiel. Il avait 77 ans et avait transformé avec succès son expérience en génocide en une carrière lucrative comme conseiller de régimes autoritaires. Ses funérailles dans le cimetière général de Santiago furent observées par des membres de la communauté allemande locale et des sympathisants néo-nazis. Des rapports de presse documentèrent des saluts idéologiques entre les assistants, révélant que Roff avait maintenu jusqu'à la fin des connexions avec des réseaux qui partageaient sa vision du monde. Réseau du silence, les protecteurs cachés du nazisme. La chute du Troisième Reich en mai 1945 ne marqua pas la fin de l'histoire nazie, mais le commencement d'une nouvelle et sinistre phase, la construction systématique de réseaux clandestins qui permettraient à des centaines de criminels de guerre de disparaître dans les vastes territoires d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Ces réseaux, connus collectivement comme Ratlin ou Route des rats, représentèrent une opération d'évasion sans précédent dans l'histoire moderne. Le surgissement de ces routes ne fut pas accidentel ni improvisé. Depuis 1944, quand la défaite allemande devint inévitable, des officiers nazis de haut rang commencèrent à établir des contacts avec des sympathisants à l'étranger, transférer des fonds à des comptes bancaires neutres et créer des identités alternatives qui pourraient s'activer en cas de nécessité. Cette planification anticipée expliquerait la sophistication et l'efficacité des opérations d'évasion postérieures. Les Alpes se convertirent en couloir principal de ces routes clandestines. Des chemins qui, pendant des siècles, avaient servi pour le commerce entre l'Europe centrale et la Méditerranée, furent reconvertis en artères d'évasion pour des fugitifs nazis. Les routes principales traversèrent l'Autriche par Innsbruck, croisaient vers l'Italie par Bolzano et Merano, et culminaient dans des ports méditerranéens comme Gênes, Piombino, Rome et Naples. La géographie alpine offrait des avantages stratégiques uniques pour les opérations clandestines. Les nombreux cols de montagne fournissaient des routes alternatives quand les contrôles alliés s'intensifiaient sur les routes principales. Les refuges de montagne et monastères isolés servaient comme points de repos sûrs où les fugitifs pouvaient rester cachés pendant des semaines ou des mois, tandis qu'on organisait la phase suivante de leur voyage. L'infrastructure de ces réseaux était impressionnamment sophistiquée. Des stations de relais espacées tous les 50 km fournissaient logements, alimentation et transport. Des véhicules modifiés avec des compartiments cachés transportaient des fugitifs sous des plaques fausses qui imitaient celles des forces alliées. Des systèmes de communication chiffrés coordonnaient des mouvements et alertaient sur des contrôles policiers. Rome émergea comme centre névralgique de toute l'opération.
La ville éternelle offrait une combinaison unique de ressources qui la convertissait en lieu idéal pour organiser des évasions massives, présence de multiples ambassades et consulats, ports maritimes proches, communautés d'expatriés allemands et, plus important encore, la protection implicite du Vatican. Le rôle de certaines figures ecclésiastiques dans ces opérations demeure comme l'un des aspects les plus controversés de l'histoire d'après-guerre. L'évêque Alois Udal se convertit en figure centrale d'un système qui fournissait non seulement un refuge physique à des fugitifs nazis, mais organisait systématiquement l'émission de documents pontificaux qui servaient comme base pour des passeports faux. Udal justifiait ses actions comme charité chrétienne envers des Allemands vaincus, mais la preuve documentaire révèle qu'il connaissait parfaitement l'identité et les crimes de beaucoup des hommes à qui il aidait. Ses journaux personnels, partiellement publiés des décennies plus tard, contiennent des références explicites à des protégés spéciaux dont les identités devaient se maintenir en secret absolu. Complétant les activités de Udal, un réseau plus ample de clercs opérait depuis Zagreb jusqu'à Rome, coordonnant refuges dans des couvents et monastères dispersés par toute l'Italie. Ces centres religieux fonctionnaient comme stations de transit où des fugitifs pouvaient rester en sécurité tandis qu'on complétait les démarches pour leur documentation fausse. Les organisations humanitaires internationales se convertirent par inadvertance en facilitatrices cruciales de ces opérations. Les documents d'urgence, conçus originellement pour aider des réfugiés et des personnes déplacées légitimes, furent systématiquement falsifiés ou obtenus moyennant des identités inventées. Les systèmes de vérification de l'époque étaient notoirement inadéquats pour détecter ces manipulations. Le processus d'obtention de ces documents suivit des patrons consistants. Des fugitifs arrivaient à des bureaux avec des certificats de baptême émis par des églises qui avaient été détruites pendant la guerre, rendant impossible la vérification. Des témoignages de témoins, fournis par des réseaux d'appui, confirmaient des identités fausses. En quelques semaines, des criminels de guerre obtenaient des documents qui leur permettaient de voyager librement par l'Europe et de s'embarquer vers des destinations ultramarines. En Amérique du Sud, différents pays développèrent des modalités spécifiques de réception qui reflétaient leurs intérêts nationaux et affinités idéologiques. Le cas le plus documenté est celui de l'Argentine sous Juan Domingo Perón, où la politique migratoire n'était pas seulement permissive envers les Allemands, mais activement favorable. Rodolfo Freud, chef d'intelligence de Perón, établit des bureaux spéciaux dans des consulats argentins en Europe qui traitaient expéditivement des demandes de visa pour des Allemands techniquement qualifiés. Les archives déclassifiées révélèrent 1850 documents migratoires qui incluent des visas administratifs, des sceaux consulaires, des listes de passagers et des actes d'entrée qui confirment que des centaines d'ex-fonctionnaires nazis utilisèrent des routes officielles argentines. La justification officielle pour cette politique était que l'Argentine avait besoin d'immigrants européens pour impulser son développement industriel et technologique. La réalité était plus complexe. Le gouvernement péroniste voyait dans les fugitifs nazis une opportunité d'acquérir des connaissances techniques précieuses tout en projetant une image de puissance indépendante capable de défier les pressions alliées. Le Brésil développa une approche différente, profitant de son extensive colonie allemande établie depuis le XIXe siècle. Dans des États comme Rio Grande do Sul, les communautés allemandes fournirent des réseaux d'appui qui facilitèrent l'intégration de nouveaux arrivants sans poser de questions sur leur passé. La taille du pays et la vastitude de ses frontières amazoniennes offraient des possibilités uniques pour ceux qui désiraient disparaître complètement. Le Paraguay et le Chili représentèrent des cas particuliers pour des raisons différentes. Le Paraguay, avec sa vaste frontière mal contrôlée et sa tradition d'autoritarisme personnaliste, offrait des opportunités pour établir des enclaves isolées où des fugitifs pouvaient vivre sous protection locale. Le Chili, pour sa part, avait une communauté allemande influente concentrée dans le sud du pays, qui montra une disposition notable pour accueillir des compatriotes qui fuyaient la persécution alliée. Le Moyen-Orient émergea comme destination alternative pour des fugitifs qui cherchaient des opportunités spécifiques liées à leurs habiletés techniques ou militaires. Des pays comme la Syrie et l'Égypte, qui avaient maintenu des sympathies envers l'Allemagne pendant la guerre, offrirent un emploi gouvernemental à des Allemands avec de l'expérience dans des domaines sensibles. En Syrie, le régime baathiste en formation recruta activement d'anciens officiers nazis comme conseillers en sécurité interne,
Le cas d'Alois Brunner, documenté dans des sections antérieures, illustre comment ces consultants transférèrent des méthodes développées pendant la guerre à des opérations de répression politique dans des contextes autoritaires arabes. L'Égypte sous Gamal Abdel Nasser suivit des patrons similaires, mais avec une approche différente. Le gouvernement nationaliste égyptien cherchait à moderniser ses forces armées et services d'intelligence, trouvant dans les fugitifs nazis une source précieuse d'expérience technique qui n'était pas disponible à travers des canaux conventionnels de coopération militaire. Le financement de ces réseaux provenait de multiples sources qui opéraient comme un système bancaire parallèle. Des comptes établis dans des banques suisses pendant la guerre avec des fonds de procédance diverses fournirent des ressources liquides pour des opérations d'évasion. Crédit Suisse et d'autres institutions maintinrent ces comptes actifs jusqu'à bien avant dans le XXIe siècle, appliquant des politiques de discrétion qui ignoraient délibérément la procédance criminelle des fonds. Des transferts coordonnés à travers des consulats italiens permettaient des paiements discrets pour transport, logement et pots de vin nécessaires pour faciliter des transits frontaliers. Des donations canalisées à travers des organisations catholiques couvraient des dépenses légales et médicales de fugitifs qui requéraient une documentation spécialisée ou un traitement médical pendant leur traversée. L'organisation de ces réseaux atteignit des niveaux de sophistication qui rivalisaient avec des opérations d'intelligence étatique. Des codes de communication permettaient une coordination entre des équipes dispersées par de multiples pays sans recourir à des canaux officiels qui pourraient être interceptés. Des routes de secours s'activaient automatiquement quand les voies principales étaient compromises par des enquêtes policières ou des changements dans des politiques gouvernementales. Des systèmes d'alerte précoce notifiaient sur des enquêtes en cours ou des modifications dans des législations nationales qui pourraient affecter la sécurité des fugitifs. Cette information était distribuée à travers des réseaux qui incluaient des diplomates corrompus, des fonctionnaires soudoyés et des sympathisants idéologiques stratégiquement situés dans des positions d'influence. La documentation fausse atteignit des niveaux de sophistication impressionnants qui allaient au-delà de simples falsifications. Des certificats de naissance, des registres baptismaux, des diplômes universitaires et des documents militaires étaient produits dans des ateliers clandestins qui employaient des techniciens spécialisés capables de recréer complètement des registres officiels historiques. Ces documents n'étaient pas des copies, mais des recréations qui incluaient des signatures falsifiées d'autorités mortes ou inexistantes, des sceaux officiels reproduits avec une précision millimétrée, et du papier d'époque qui résistait aux examens superficiels. La qualité de ces falsifications était si haute que beaucoup passèrent inaperçus pendant des décennies, étant détectés seulement quand des techniques forensiques modernes permirent des analyses plus sophistiquées. Les chasseurs de nazis, dirigés par des figures comme Simon Wiesenthal, commencèrent à documenter ces réseaux depuis la fin de la décennie de 1940. Leurs enquêtes révélèrent des connexions systématiques entre des évasions apparemment indépendantes, suggérant une coordination centrale qui allait au-delà d'aides spontanées entre des sympathisants dispersés. Le travail d'enquêteurs comme Ukigoni, basé sur des archives déclassifiées du Vatican et d'ambassades sud-américaines, reconstruisit des routes complètes utilisées par des criminels spécifiques. Ces études révélèrent que les réseaux opéraient avec des chronogrammes précis, coordonnant des embarquements, arrivées et localisations de fugitifs avec une efficacité qui suggérait une planification industrielle plus qu'une improvisation désespérée. Des mémorandums du FBI de la décennie de 1950 confirmèrent que certains pays sud-américains fonctionnaient comme centres de distribution pour des fugitifs nazis qui postérieurement se dispersaient vers d'autres destinations selon des opportunités spécifiques ou des nécessités de sécurité. Des agents américains documentèrent des patrons de mouvement qui suggéraient des opérations coordonnées centralement plus que des fuites individuelles improvisées. Des câbles diplomatiques de l'ambassade britannique à Buenos Aires mentionnent des réunions régulières entre des fonctionnaires consulaires allemands et des représentants de communautés d'expatriés pour coordonner la relocalisation d'Allemands qui arrivaient sans documentation adéquate. Ces contacts officiels légitimaient des opérations qui en réalité facilitaient l'intégration de criminels de guerre dans de nouvelles sociétés.
L'effectivité de ces réseaux se mesura non seulement dans le nombre de fugitifs qui réussirent à s'échapper, mais dans leur capacité à maintenir cachées les identités de ces individus pendant des décennies. Beaucoup de fugitifs vécurent des vies complètement normales dans leur nouveau pays, établissant des familles, développant des carrières professionnelles et contribuant apparemment à leurs communautés adoptives. L'intégration sociale de ces fugitifs fut facilitée par l'existence de communautés allemandes établies qui fournirent des réseaux d'appui immédiat. Des clubs allemands, des écoles allemandes, des églises luthériennes et des associations commerciales offrirent des structures sociales qui permirent aux nouveaux arrivants de s'établir rapidement sans éveiller de soupçons sur leur passé. Les répercussions légales de ces opérations s'étendent jusqu'au présent. Des demandes contre des banques suisses pour maintenir des comptes de criminels de guerre ont résulté en des accords multimillionnaires qui reconnaissent implicitement la complicité institutionnelle dans des opérations de blanchiment d'argent. Des enquêtes parlementaires dans des pays récepteurs ont révélé des complicités gouvernementales qui demeurèrent cachées pendant des décennies. Diverses nations ont ouvert des causes judiciaires pour enquêter les responsabilités étatiques dans le fait de faciliter l'entrée de criminels de guerre. Ces processus ont révélé une documentation qui confirme que des fonctionnaires gouvernementaux connaissaient les identités véritables de beaucoup de fugitifs, mais choisirent d'ignorer cette information pour des raisons qui combinaient des considérations politiques, économiques et idéologiques. Ces réseaux représentèrent plus que simple complicité passive avec des criminels fugitifs. Ils constituèrent des systèmes organisés d'obstruction de la justice qui opérèrent avec connaissance et, dans beaucoup de cas, appui officiel de gouvernements et institutions qui priorisèrent des considérations politiques, économiques ou idéologiques au-dessus d'obligations morales et légales fondamentales. Le silence qui entoura ces opérations pendant des décennies illustre comment des sociétés entières peuvent devenir complices d'impunité quand il existe des incitations pour ignorer des vérités inconfortables. La révélation graduelle de ces réseaux a transformé notre compréhension de l'après-guerre, révélant que la fin formelle du nazisme ne signifia pas la fin de son influence pernicieuse dans des structures de pouvoir qui perdureraient bien au-delà de 1945.